On disait tout à l'heure que le passé de la Russie était imprévisible. Alors, qu'en est-il de son futur? Mais la guerre est financée par l'Union européenne. Par la guerre. Avec le gaz, c'est financé. Mais la guerre est financée. Ça durera probablement pas. La Russie n'a cessé de voir son territoire augmenter et à un moment donné, au rythme même, pendant plusieurs siècles, 3 siècles je crois, au rythme de 100 km² par jour. Est-ce que la démocratie veut dire le pouvoir des démocrates? Non, parce que mes parents sont justement, c'était d'anciens communistes. Voilà, d'anciens communistes mais français. D'anciens communistes français qui sont devenus trotskistes. Oh mon Dieu. Voilà. Mais surtout, c'est des gens très bien et qui m'ont inculqué beaucoup de valeurs, je crois très, très, très positives. On a fait des sanctions contre l'Église russe, mais contre leur chef, mais on n'a toujours pas fait les sanctions contre la plus grande société russe qui est Rosatom. Ce qui est quand même une aberration. Comment vous expliquez cette obsession de Poutine par rapport au mouvement LGBT, et sachant que dans son gouvernement, il y a beaucoup d'homosexuels? Lucas Aubin, on est à la librairie du Globe, la librairie russe de Paris. On s'est déjà rencontrés pour votre livre Sportokratura et aujourd'hui, dans quelques jours, sort le livre La géopolitique de la Russie. Voilà pourquoi vous êtes ici, entre autres. Ce livre, c'est une espèce de mode d'emploi qui m'a servi même à moi, parce que tout est dense, vous expliquez l'histoire, la religion, enfin, c'est quelque chose qui donne beaucoup de clés pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que votre analyse de la situation a changé depuis le 24 février et aujourd'hui? Si vous dites qu'il fallait réécrire quelque chose, qu'est-ce qui a changé? Il y a plusieurs éléments qui ont changé. Alors, j'en vois deux principaux. Déjà, la nature du régime de Vladimir Poutine a changé. Disons qu'elle a été modifiée par les actions concrètes du régime russe, qui est véritablement devenu autoritaire, là où avant on pouvait discuter de son caractère semi-autoritaire ou semi-démocratique, d'une démocratie ordonnée ou pas. Aujourd'hui, ça n'est plus possible, concrètement, avec les lois qui sont passées depuis le début de la guerre, enfin de l'opération militaire spéciale. Aujourd'hui, il est clair que tous les médias russes, sans exception dorénavant, en tout cas les principaux grands médias sont aux ordres du régime, qu'il n'y a plus de force d'opposition réelle tolérée par le pouvoir, alors que c'était le cas avant. Donc on est finalement dans une forme de phase finale de la construction du régime de Vladimir Poutine, qui s'avère être une phase autoritaire. Ensuite, ça c'est à l'échelle nationale, et puis à l'échelle internationale, alors il y avait des signaux qui laissaient penser que Vladimir Poutine pouvait tenter à un moment donné de vouloir envahir l'Ukraine, de changer le régime local, et puis de mettre en place un régime fantoche pro-russe. Mais on n'imaginait pas, en tout cas beaucoup de chercheurs n'imaginaient pas, notamment en France et en Europe de manière générale, qu'il irait jusque-là. Et finalement, ça concrétise sa pensée, puisque depuis 2007, en fait, quand on lit, il suffit de lire les discours de Vladimir Poutine, en fait, tout était déjà dit. Simplement, la pensée a évolué, s'est radicalisée, si on peut dire, au fil des années, jusqu'à ces derniers discours qui datent de quelques jours, finalement, avant l'invasion, où Vladimir Poutine est allé jusqu'à nier l'existence même de l'Ukraine, en fait, en disant que c'était un territoire construit par les bolcheviks, par Lénine lui-même, et que finalement, il fallait restaurer l'ordre du monde russe tel qu'il devait être, à savoir avec la restitution du territoire ukrainien aux mains de la Russie actuelle. Et donc, on est face finalement à un Vladimir Poutine qui est à la fois, qui a une double volonté, finalement, une volonté messianique de restaurer un ordre du monde millénaire tel qu'il le décrit lui-même, et puis un ordre, disons, autoritaire, tel qu'il le conçoit, à savoir, voilà, la Russie ne peut être dirigée, ne doit être dirigée que par un régime
verticale, autoritaire, etc. Je pense que le régime de Poutine n'est plus autoritaire, il est totalitaire. Parce que autoritaire, c'est quand on vous interdit de faire des actions contre le gouvernement en place. Tandis que Poutine, il va jusqu'à l'interdiction de réfléchir, de penser. Donc c'est le totalitarisme. Alors la question du totalitarisme est très intéressante parce que moi j'hésite encore à utiliser le terme parce qu'il est très fort, il est très connoté, il renvoie évidemment aux travaux d'Hannah Arendt sur le sujet qui sont très intéressants. Je pense effectivement comme vous qu'on a eu une tendance en tout cas totalitaire et que potentiellement, on va arriver vers un totalitarisme global dans les prochains mois. Peut-être qu'on y est déjà. Il va falloir aussi attendre, je pense, les travaux des chercheurs spécialisés sur cette question qui vont arriver aussi dans les prochains mois, voire les prochaines années. En attendant, vous avez raison, le totalitarisme, selon Hannah Arendt, c'est la création d'un espace intellectuel, sociétal, social, parallèle à la réalité et qui ne correspond plus à la réalité. Et en ce sens, le régime russe, effectivement, par son contrôle des médias, par ce contrôle des opinions, prend cette direction, clairement. Aujourd'hui, la façon dont la société russe vit dans une bulle informationnelle complètement construite de haut en bas par le régime russe pour raconter une réalité qui n'existe pas, c'est-à-dire, pêle-mêle, on pourrait citer le fait que le régime russe dit que le monde occidental serait russophobe par essence, que de toute façon les puissances occidentales n'ont jamais compris la Russie, que de toute façon les sociétés occidentales sont dégénérées en raison des mouvements LGBT, etc. Il y a beaucoup de choses dans le narratif poutinien. Tous ces éléments ne correspondent pas à la réalité que nous vivons en France ou de manière générale en Occident. Et donc elles sont le fruit d'une construction idéologique du régime de Vladimir Poutine pour exister, pour être pérenne, etc. Comment vous expliquez cette obsession de Poutine par rapport au mouvement LGBT, et sachant que dans son gouvernement, il y a beaucoup d'homosexuels? Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que ce qui est permis au tsar n'est pas permis au peuple? Et c'est pour ça, c'est ce que Staline faisait aussi autour de lui. Et cette vieille habitude des bolcheviks de mettre oppression à ceux qu'ils étaient eux-mêmes. Parce que c'est même pas un secret qu'il y a un pourcentage assez important d'homosexuels dans le gouvernement de Poutine. Oui, tout à fait, comme partout. Et alors, qu'on soit russe, français. Et pourquoi c'est aussi concentré là-dessus? Alors, depuis, en fait, je pense qu'il faut remonter un petit peu en arrière. Cette obsession, on la voit apparaître à partir de l'année 2012, au moment où Vladimir Poutine est réélu pour la 3e fois. Et c'est véritablement le moment où on voit apparaître finalement, un peu plus encore, la nature du régime de Vladimir Poutine, à savoir un régime qui est autocratique, concrètement, avec un Vladimir Poutine qui cherche à être élu, à revenir encore et encore et à contrôler l'espace politique, médiatique, religieux. C'est ça qui est important en Russie. Et en fait, en 2012, on voit s'opérer un virage conservateur. Et ce virage conservateur, il prend pour base notamment la religion orthodoxe. Et il dit que la Russie a des valeurs millénaires, a une altérité spécifique liée notamment à la religion orthodoxe, et qu'il faut respecter les valeurs de la religion orthodoxe pour ne pas sombrer dans la dégénérescence occidentale. Et ce faisant, en fait, il s'oppose à certains régimes occidentaux, mais il en rallie aussi d'autres. Et il faut se rappeler qu'en 2012, a fortiori en 2013, en France notamment, on est en plein débat pour le mariage gay, et qu'il y a évidemment des manifestations dans les rues des plus grandes villes de France, régulièrement, contre ce mariage gay. Et Vladimir Poutine, lui, cherche, et c'est très cynique, c'est politique en fait, cherche à rallier ces mouvements de contestation occidentaux qui existent, et en se mettant dans une situation de porte-étendard à l'international, disons on pourrait appeler ça une internationale anti-LGBT, réactionnaire, enfin on peut employer plein de termes, ou en tout cas l'idée c'est véritablement de se mettre en avant et de dire la Russie est la gardienne des valeurs traditionnelles à travers la religion et à travers ses valeurs sociétales. Et ce faisant, il dit aussi au peuple russe, nous, peuple russe, nous avons une spécificité, une altérité, et il faut qu'on en prenne soin parce que regardez ce que les peuples occidentaux sont en train de faire, le mariage gay c'est une hérésie, les mouvements LGBT, etc. c'est une hérésie
également, si on ne fait rien, en fait, la Russie pourrait disparaître. C'est ça aussi, il y a cette idée-là. L'Union soviétique était un pays religieux, et le dieu était le communisme. Et on est d'accord que Poutine n'est pas croyant, et d'ailleurs son patriarche n'est pas croyant du tout. C'est ce que Poutine vend pour l'Église orthodoxe est apparu grâce à Staline en 1943. D'après vous, ça a à voir avec la vraie Église russe orthodoxe, ou c'est quand même une invention des athées communistes? Alors, l'Église de Moscou, je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors je ne sais pas jusqu'où il faut remonter exactement, s'il faut remonter effectivement à la Seconde Guerre mondiale, à la Grande Guerre patriotique, où on a vu, donc du coup, en fait, le pouvoir stalinien remettre au goût du jour la religion, parce qu'évidemment... Ils ont déjà décapité tous les popes, alors oui, tout d'un coup apparaissent des nouveaux popes qui étaient peut-être des généraux. Hein, parce et que... quand on envoie des assauts face à l'Allemagne nazie qui ressemblent à... Voilà, on sait très bien que l'URSS est le pays qui, en tout cas l'Union qui a payé le plus lourd tribut de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces cas-là, il fallait se tourner vers quelqu'un, et Dieu est apparu finalement comme un palliatif, évidemment peut-être peu intéressant à l'échelle du tribut payé, mais en tout cas c'est pour ça que Joseph Staline a décidé de renouer un peu, un minimum en tout cas, avec la religion. Après, Vladimir Poutine, je crois que lui, il a cherché à combler le vide idéologique laissé par la chute de l'URSS et par la fin du bolchevisme et du communisme, en fait, de manière générale. C'est-à-dire qu'en 1991, quand l'Union soviétique s'effondre, je pense que pour beaucoup de Russes, il y a eu une quête de sens, une recherche finalement de futur. Qu'est-ce qu'on peut faire après 70 années durant lesquelles on nous avait expliqué qu'on allait vers des lendemains qui chantent, on allait construire la révolution prolétarienne et créer un monde nouveau, etc. D'un coup, tout ceci avait disparu. Et Vladimir Poutine, je pense, s'est emparé de la religion, comme Staline finalement, dans une certaine mesure, comme un palliatif pour trouver un nouveau sens à la population russe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait ça, mais il fait aussi également d'autres choses qui renvoient pour le coup à l'époque soviétique, à savoir la restauration de la verticale du pouvoir, du parti unique, parce que Russie Unie est clairement devenu le parti hégémonique en Russie. Donc on a affaire finalement à un système russe comme une forme de patchwork finalement, qui n'est plus une idéologie, mais qui est une forme de construction un peu hybride. On a des difficultés à savoir exactement ce que Vladimir Poutine pense, vous l'avez dit. Est-ce que Vladimir Poutine est réellement croyant? Difficile de le dire. Moi, en tout cas, je le vois bien allumer la cigarette avec un cierge, mais je ne pense pas que quand il tient le cierge entre ses mains, c'est sincère. C'est possible. Après, c'est difficile de le dire. En tout cas, c'est devenu, la religion, évidemment, un outil politique et géopolitique très, très puissant. Et je le montre dans l'ouvrage, effectivement, il contrôle l'Église, en fait. Et ça fait écho, d'ailleurs, à mon premier ouvrage sur le sport russe. Mais à un moment donné, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans maintenant, il a commencé à faire construire une très grande église dans la banlieue de Moscou, une très grande église à destination de qui? Des athlètes russes qui participent aux Jeux Olympiques. Et l'objectif, c'est que ces athlètes aillent se signer, aillent prier avant chaque grande compétition et montrer du coup le lien entre sport, religion, et du coup, voilà, ça devient des modèles de la société russe. En fait, ça correspond bien au régime qui aujourd'hui se dessine de plus en plus, qui est le fascisme, parce que le fascisme qui joue beaucoup avec le corps, et le corps devient un outil de propagande. Maintenant, avec ces quelques mois de guerre, ça devient de plus en plus visible. Complètement, ouais, sous nos yeux, on a vu la mutation du régime russe. C'était avec tous les attributs. C'était terrible à voir, c'était dramatique, et c'était en même temps évidemment fascinant. On voit émerger, c'est dans une certaine mesure une bête immonde, pour reprendre des termes assez connus, évidemment, et on ne peut rien faire, ou presque. Après, les puissances occidentales et l'Ukraine, évidemment, donc l'Ukraine en se battant sur
sur le terrain avec les armes dont elle dispose, et les puissances occidentales avec des sanctions très variées. Donc sanctions économiques, sanctions diplomatiques, politiques, etc. L'Ukraine et les puissances occidentales cherchent à repousser, à annihiler finalement le régime russe. C'est évidemment très compliqué et on a quand même la sensation de plus en plus, quand on regarde la politique de Vladimir Poutine, on a la sensation qu'on a affaire à une fuite en avant et à un régime qui se consume à vitesse folle en ce moment. Après, c'est évidemment très difficile de savoir quand est-ce que ce régime s'effondrera, mais on a l'impression quand même d'avoir affaire à un champ du cygne et à la version finale d'un régime qui va ensuite péricliter. Et l'avenir de la Russie s'annonce très compliqué, à mon avis. Il y a 2 jours, on a enterré Mikhail Gorbatchev, que Poutine ne voulait pas enterrer, ne voulait pas être présent, parce que c'est son adversaire, c'est son ennemi presque, idéologique. Gorbatchev, que Poutine a traité de la plus grande catastrophe géopolitique de l'histoire. Poutine ne veut pas tant restaurer le monde russe, si on parle du passé, mais plutôt le monde soviétique. On est d'accord. Alors, justement, ça renvoie au patchwork que je décrivais avant. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Et en fait, c'est pour ça que je parlais de patchwork et de modèle hybride, en fait. Je crois qu'il cherche à prendre les éléments qui l'arrangent, à la fois dans l'empire russe des tsars, tout comme dans le système soviétique. Je crois que la constante, c'est qu'il veut désidéologiser la Russie. Lui considère que les idéologies, aussi bien le libéralisme, le capitalisme que le communisme, asservissent les peuples et empêchent de mener une politique, ce qu'on appelle une real politique, à savoir une politique pragmatique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les idéologies communistes, par exemple, pourraient empêcher de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de l'idéal léniniste, par exemple, ou des choses comme ça. Par contre, il a une posture quand même messianique, et c'est ça qui le rend, à mon sens, dangereux. C'est qu'il se revendique d'une histoire qui est parfois fantasmée, parfois réelle, mais qui de toute façon ne peut pas conduire à une politique ou à une géopolitique pragmatique, à savoir, lui dit que les peuples slaves sont amenés à être réunis de toute façon, donc c'est le panslavisme. Il dit également, ça renvoie du coup à Douguin dont on parlait en off juste avant, il dit également que la Russie est au centre du continent eurasiatique et que de fait elle est amenée à être un des pivots géographiques, géopolitiques de la planète. C'est ça que Douguin dit. L'eurasisme, c'est ça finalement. C'est que on a le continent européen, on a le continent asiatique, et on a au milieu la Russie qui fait le lien et qui du coup se retrouve comme, disons, le porte-étendard du continent eurasiatique, un continent qui n'existe pas, un continent fantasmé, mais qui serait amené finalement à être le centre des trajectoires économiques, géopolitiques, historiques de l'histoire du monde en fait, de manière générale. Et donc il y a cet objectif-là, et si on va encore plus loin, on se rend compte depuis le début de l'invasion, mais encore avant, que la Russie effectue de plus en plus le pivot vers l'Est, en fait, le Pavarot na Vostok. C'est cette théorie aussi géopolitique qui dit que la Russie doit à la fois regarder à l'Ouest comme à l'Est, donc vers l'Occident et l'Orient. Évidemment, le symbole le plus marquant, c'est celui qui est sur la couverture du livre, c'est pour ça qu'elle a été choisie ainsi, c'est l'aigle impérial, à 2 têtes. En fait, ces 2 têtes qui regardent à l'Ouest et à l'Est, c'est ça, c'est l'ambivalence de la Russie, à cheval entre ces 2 continents, le continent asiatique et le continent européen. Et donc il y a véritablement cette volonté, aujourd'hui de Vladimir Poutine, de dire, puisqu'on est en train de se couper des puissances occidentales, ça tombe bien, parce que de toute façon, ça fait des années qu'on essaye de nouer des partenariats avec l'Asie et notamment avec la Chine, ça va simplement finalement accélérer ce processus et à terme, on prendra, et là ce sont ces mots, on prendra le vent chinois dans les voiles russes pour du coup imposer la Russie comme une puissance incontournable à l'échelle de la géopolitique. Du coup, l'aigle doit regarder, doit tourner les 2 têtes à l'Est. Alors, et c'est là qu'il faut nuancer, effectivement. Il y a aussi une autre idée, je crois. Donc, il y a d'une part, effectivement, l'idée de se nouer avec la Chine, puisque d'un point de vue ne serait-ce que sociétal, ou en tout cas d'un point de vue des modèles politiques, il y a une ressemblance. En fait, clairement, que ce soit Xi Jinping ou Vladimir Poutine, les 2 hommes ont une volonté de conserver le pouvoir
on a la sensation, en tout cas jusqu'à la fin de leur vie, ou en tout cas jusqu'à ce qu'ils ne soient plus capables de l'exercer. Il y a cette idée effectivement d'avoir un régime autoritaire qui correspond finalement aux sociétés chinoises et russes. Donc il y a cet effet de mimétisme. Et ensuite, c'est très difficile évidemment pour la Russie de se couper ad vitam aeternam de l'Occident. Il ne faut pas oublier évidemment que l'Occident, si l'Occident représente 19% des États de la planète, l'Occident représente aussi 60% de l'économie mondiale. Comment une puissance comme la Russie, qui se veut être une des principales puissances géopolitiques de la planète, pourrait se couper de 60% de l'économie mondiale? Ça paraît effectivement impossible. Et donc du coup, quand on regarde les discours des autorités russes ces derniers mois, en fait, il y a un discours qui est très cynique, qui a été notamment dit régulièrement par Dmitri Medvedev dans les mois qui ont suivi l'invasion. L'ancien président de Russie, Medvedev, est connu pour son alcoolisme incontrôlable qui cause des tweets souvent lourds de conséquences mais aussi comiques. Poutine lui-même a inventé le fameux « Medvedev est en week-end » quand ce dernier ne peut plus assurer sa présence au gouvernement. Lui dit en fait que de toute façon les Occidentaux vont faire comme d'habitude, ils vont sanctionner pendant plusieurs mois, peut-être un an, peut-être deux la Russie, mais qu'ensuite ce sera reparti comme avant et très rapidement les démocrates occidentaux vont vouloir renouer des liens avec la Russie, vont appeler à justement reconstruire des ponts entre l'Union européenne par exemple et la Russie, et que finalement ça ira en fait, ça va bien se passer. Donc ils parient, les élites russes parient sur une faiblesse occidentale qu'on avait vue notamment après l'annexion de la Crimée en fait. Parce que rétrospectivement, effectivement, s'il y avait eu des sanctions qui avaient été prises à l'encontre de la Russie dans les mois qui avaient suivi l'annexion de la Crimée, en réalité ces sanctions avaient été levées très rapidement ensuite, et les échanges économiques et diplomatiques avaient repris également entre la Russie, l'Union européenne et même les États-Unis. Medvedev est une ivrogne, et c'est un bouffon, mais pour une fois peut-être il dit vrai, parce que par exemple on a fait des sanctions contre l'Église russe, mais contre leur chef, mais on n'a toujours pas fait les sanctions contre la plus grande société russe qui est Rosatom, ce qui est quand même une aberration. À mon sens. Quand le pays nous menace avec la guerre nucléaire, ne pas faire la sanction contre la société de nucléaire, c'est quand même un tout petit peu bizarre. Peut-être que ça fera partie des prochains trains de sanctions. Il y en a à peu près tous les mois depuis le début de la guerre. Il faut aussi, j'imagine, regarder sous le pied, entre guillemets. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire reculer l'armée russe dans un premier temps, ce qui, dans une certaine mesure, a fonctionné quand même, puisque l'objectif original, c'était une guerre éclair avec la prise de Kiev et le changement de régime à la tête de l'Ukraine. Cet objectif a échoué. Clairement, on est face à un échec militaire. Maintenant, on entre dans une nouvelle phase de la guerre, avec finalement des positions entre l'armée ukrainienne et l'armée russe qui bougent beaucoup moins rapidement à l'est de l'Ukraine. Est-ce qu'il faut voir en cette modification de la guerre en Ukraine un effet des sanctions contre le régime russe? Est-ce que ces sanctions ont aidé à faire reculer l'armée russe? Peut-être. C'est très difficile de le dire aujourd'hui, en tout cas, n'étant pas spécialiste du sujet, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que les pays occidentaux sont quand même assez isolés dans cette histoire, malgré tout, parce que, comme je le disais avant, les pays occidentaux représentent à l'ONU 19% de l'ensemble des nations, donc c'est très peu, même si les pays occidentaux représentent 60% de l'économie mondiale, mais ce sont ces 19% et uniquement eux qui ont voté des sanctions contre la Russie. Et ce sont uniquement ces pays, encore aujourd'hui, qui sanctionnent le pays. Les 71 autres pourcents ne sanctionnent pas la Russie. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas une forme de victoire aussi pour le régime de Vladimir Poutine que de voir ce monde multipolaire, qu'il avait appelé de ses voeux depuis 2007 et le discours de Munich, exister réellement, en fait, à savoir le régime russe peut continuer à commercer avec de nombreux pays de la planète. Alors certes, ça représente finalement d'un point de vue économique, ça peut paraître un peu dérisoire, mais c'est une réalité géopolitique, géoéconomique. À savoir, on peut, pour la Russie, commercer encore avec 71% des pays de la planète. D'où ma question. Gorbatchev est mort, l'Union soviétique est morte.
et on continue de vivre avec des organisations de ce monde qui est le monde de Yalta et de Potsdam. Et l'ONU, c'est l'organisation de Potsdam et de Yalta. Alors pourquoi ça existe encore? À quoi ça sert? Ou par exemple, cette société avec un nom imprononçable, IEAUE, enfin je ne sais pas, en russe on dit la société de contrôle d'atomes. Attendez, oh là là, IAEA. IAEA. Les gens qui sont allés contrôler les stations nucléaires en Ukraine. Eux, par exemple, ils arrivent, ils font la photo, voilà, on va aller vaincre les Russes. Ils se sont mis sur la photo habillés avec un joli uniforme. Ils ont fait la route de je ne sais plus combien d'heures. Ils ont passé 2 heures en Ukraine. J'ai l'impression que les conclusions de leur visite à cette station nucléaire de Zaporizhia, c'est il faut nous augmenter un budget parce que vous voyez comment on est beau hollywoodien et comment on a contrôlé la situation. Ils ont contrôlé quoi? Et l'ONU, c'est un peu la même chose. Hein. Comment vous expliquez l'existence encore, la persistance encore de ces organisations dans un monde qui ne correspond plus à ces organisations? Ce que je pense, c'est que l'ONU arrange bien Vladimir Poutine. Oui, exactement, c'est ce que... Oui. Et depuis une quinzaine d'années, il suffit de voir le nombre de vétos communs avec la Chine que la Russie a mis pour se rendre compte que l'ONU est un outil géopolitique utilisé par le régime russe pour exister sur la scène internationale, pour geler des prises de décision. Et finalement, on pourrait inverser la chose aussi, se dire que Vladimir Poutine ne cesse de dire qu'il faut effectivement voir l'émergence d'un monde multipolaire avec la souveraineté égale à chaque pays à l'échelle internationale, mais dans une certaine mesure, ça existe déjà, puisque l'ONU est la garante de ça, en fait. Donc, j'ai la sensation parfois que, effectivement, comme pour beaucoup de choses dans les discours de Vladimir Poutine, on a une posture, un paravent, en fait, qui ne correspond pas nécessairement à la réalité. Après, pour répondre du coup plus précisément à votre question, moi je serais allé plus loin, c'est plutôt sur la question de l'OTAN qu'on peut se poser, la question justement. Si, je peux aussi poser cette question. OTAN et l'Union européenne, on dit que l'Ukraine va rentrer en Union européenne et devenir membre de l'OTAN, et j'ai l'impression qu'au moment où l'Ukraine va rentrer dans ces organisations, ils vont mourir. Ce qui va être quand même le comble. Non. L'Ukraine, vous voulez dire? Non. L'Ukraine va rentrer dans l'organisation de l'OTAN et de l'Union européenne, et au moment où elle va rentrer dans ces organisations vont mourir. Tant que, en tout cas, il y aura, disons, des différents sociétaux à l'échelle internationale, je pense que non, au contraire, parce que l'Union européenne est garante d'une certaine idée de la démocratie, l'OTAN est garante d'une certaine idée de la défense du modèle occidental, en tout cas. Quelle certaine idée? Est-ce que la démocratie veut dire le pouvoir des démocrates? C'est très difficile de répondre à cette question pour moi, étant donné que je ne suis pas spécialiste de ces questions. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, il y a une opposition systémique entre différents modèles. Clairement, on a les modèles autoritaires qui s'opposent au modèle démocratique. Dans un sens comme dans l'autre, tout est critiquable. Évidemment, qu'est-ce qu'une démocratie parfaite? Il n'y en a pas sur cette planète, bien entendu, mais c'est avant tout une idée, le pouvoir du peuple qui est représenté par un président, des gouvernements qui sont élus de façon démocratique, etc. Bon, on connaît la chanson et on sait bien que tout ceci est perfectible, mais ces modèles-là cherchent justement à s'opposer au modèle autoritaire représenté par de nombreux régimes, mais principalement aujourd'hui, je dirais par principalement 2 régimes, le régime chinois
et le régime russe, en fait. Et donc, à l'ONU, il y a cette opposition-là qui existe. Et ça se retranscrit d'un point de vue militaire aujourd'hui, et aux grandes dames de Vladimir Poutine, qui lui, en fait, toute cette guerre orchestrée en Ukraine, elle avait pour objectif, en tout cas c'est ce qu'il disait, de repousser les puissances occidentales, de sanctuariser la ceinture post-soviétique ouest-européenne, en fait, c'est-à-dire la Biélorussie, le Bélarus, l'Ukraine et potentiellement la Moldavie par l'intermédiaire de la Transnistrie. Il y avait cette idée effectivement de reconstruire une ceinture géopolitique de protection. Et il est bien en peine actuellement d'y arriver, puisque on a quand même la sensation que Zelensky, ce qu'il représente, l'Ukraine, son modèle démocratique perfectible également, mais on ne peut pas nier qu'il y a une alternance en Ukraine depuis la chute de l'Union soviétique, qu'il y a différents politiciens qui ont été à la tête de l'Ukraine avec des idéaux différents, avec des origines différentes. La plupart d'ailleurs, aux grandes dames de Vladimir Poutine à nouveau, étaient ou sont russophones, en fait, de l'Est ukrainien. Zelensky, c'est le cas, donc ses postures politiques vont à l'encontre de ce que lui décriait, en fait. Il disait que l'Ukraine devenait un modèle fasciste, russophobe, etc., alors que la réalité sur le terrain était évidemment tout autre. Et donc, aujourd'hui, il se confronte finalement à son propre, à mon sens, miroir déformant. L'Ukraine, finalement, ça pourrait être pour lui une Russie qui est en voie de réussite d'un point de vue démocratique, là où la Russie, en fait, prend le chemin tout à fait inverse. Et c'est toujours fascinant. Il y a eu un reportage, un documentaire qui retrace la première année de sa présidence. Je sais pas, alors je n'ai plus en tête le réalisateur, mais on peut le retrouver sur YouTube, je crois même sur Arte, et on suit pendant un an, la première année de sa présidence, on suit Vladimir Poutine. Vitaly Mansky, vous parlez peut-être de Vitaly Mansky. C'est tout à fait. Et en fait, il y a un moment fascinant, à la fin du documentaire, où il discute, Vladimir Poutine, dans sa voiture de fonction avec Vitaly Mansky, et la discussion porte sur la nature du régime russe, et ce qu'il devrait être. Et Vladimir Poutine dit clairement qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un virage autocratique en Russie actuellement, parce que ce serait la mort de tout ce qu'on essaye de construire en Russie depuis 1991. Et en fait, il est devenu exactement ce qu'il ne voulait pas que son régime devienne. Comment vous interprétez le fait que Poutine veuille encore plus des territoires quand la Russie est un pays énorme avec une grande partie de territoire qui est inexploitable? Alors déjà, la Russie dans son histoire, depuis à peu près 1000 ans, c'est un État qui a fonctionné de façon quasi permanente, de façon expansionniste. C'est-à-dire que pendant 7 siècles, en gros du XIIIe au XXe siècle, la Russie n'a cessé de voir son territoire augmenter, et à un moment donné, au rythme même, pendant plusieurs siècles, 3 siècles je crois, au rythme de 100 km² par jour. Donc c'était véritablement une puissance expansionniste. Donc il y a ça dans l'histoire russe, c'est dans la géohistoire de la Russie, c'est quelque chose de très important, de très marquant, et c'est ce qui a conduit finalement à faire de la Russie le principal territoire de la planète, la principale nation, en termes de taille en tout cas, de la planète, bien entendu. Après, on sait bien qu'il y a un grand déséquilibre en Russie, c'est-à-dire que les 3/4 de son territoire sont situés sur le continent asiatique, et notamment en Sibérie, et que ces 3/4 sont très difficilement exploitables, ne serait-ce que parce que les conditions sont extrêmes et qu'il est très difficile d'y vivre, et c'est pour ça que la démographie là-bas y est très basse, et que la grande majorité de la population russe vit avant tout dans le premier quart, donc le quart européen, et notamment autour évidemment de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Donc il y a déjà ça. Ensuite, on peut voir du coup dans la volonté de Vladimir Poutine de récupérer potentiellement Kiev, on peut voir finalement une forme de continuité dans cette histoire longue. En fait, il y a cette idée évidemment de la Rousse de Kiev, qui est le berceau commun à l'Ukraine et la Russie. La Rousse de Kiev, qui date d'il y a 1000 ans, qui était l'origine finalement de l'État russe et de l'État ukrainien. Et cette histoire commune que partagent les Russes et les Ukrainiens, elle est difficilement tolérable pour Vladimir Poutine, qui est
je le rappelle, qui nie lui-même jusqu'à l'existence de l'Ukraine en disant que c'est une construction des bolcheviks et de Lénine lui-même. Donc à partir de là, il y a cette idée qu'il faut récupérer un territoire qu'on a perdu, comme on récupérerait finalement comme on a récupéré entre guillemets la Crimée en 2014. C'est dans la même logique. Ce qui montre qu'il connaît très très mal l'histoire, parce qu'aujourd'hui les Ukrainiens eux-mêmes prétendent refaire l'histoire, parce que la Russie de Kiev, la Rousse, est devenue Russie actuelle au XVIIIe siècle. Donc quelque part la Russie actuelle c'est une création fausse. Qui peut être contesté. Et d'ailleurs, il y a des idéologues ukrainiens qui aujourd'hui disent on va faire revenir le nom de Russe à l'Ukraine parce que c'est nous. Bah, de toute façon, Vladimir Poutine, de par l'essence de son pouvoir, de la façon dont il le conçoit, Vladimir Poutine, c'est la représentation de la Russie, du peuple russe, de son histoire millénaire, etc. Et il se présente tantôt comme un homme politique, tantôt comme un grand sportif, et tantôt comme un historien. Et en fait, Poutine, l'historien, on le voit régulièrement écrire des longs papiers, soi-disant scientifiques, pour expliquer quel est le sens de l'histoire russe, et du coup, quel est le futur de la nation russe. Vous savez ce qu'on dit de la Russie? On dit que la Russie, c'est un énorme pays avec un passé imprévisible. Bien sûr. Oui, bah c'est assez fréquent. On m'a dit cette phrase de nombreuses fois, d'ailleurs, en Russie, effectivement, que le passé de la Russie était imprévisible. Et effectivement, on le voit encore aujourd'hui, et ne serait-ce qu'avec les nouvelles lois mémorielles, le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus, finalement, en Russie, en tant qu'historien, s'exprimer sur la question du goulag, par exemple, de la période stalinienne. On voit bien qu'on est dans une réécriture totale de l'histoire russe, destinée à justement vanter, par exemple, la grande victoire de la Grande Guerre patriotique, et en faire finalement disons l'apanage de l'Union soviétique et de la Grande Russie, en fait. Donc il y a cette idée-là, et c'est ce qu'on appelle, du coup, ce que certains historiens appellent la mémocratie, en fait. Donc l'utilisation de l'histoire et de la mémoire à des fins politiques pour justement aller dans le sens d'un régime, de son idéologie, etc. Et en ce sens, effectivement, ça nous paraît peut-être nous grossiers qui vivons en France et qui voyons ça de l'extérieur, mais je peux vous assurer, pour être allé de nombreuses fois en Russie ces dernières années, que c'est très fort, cette machine historique, mémorielle, médiatique, mise en place par le régime russe. C'est très difficile d'y échapper. Quand on est dedans, on est nécessairement imbibé, en fait, à un moment donné. Après, il y a certains signaux qui montrent quand même que s'il est très difficile de savoir ce que pense la population de Vladimir Poutine, de son régime, notamment depuis février 2022, il y a des signaux qui laissent penser que la population russe se lasse. Par exemple, on sait que les médias d'État russes sont moins regardés depuis le début de l'invasion, et qu'en clair, 30% des audiences auraient chuté. Enfin, les audiences auraient chuté de 30% depuis le début. Oui, mais bon, je pense que c'est la même chose en France. On se lasse, on s'habitue, on se lasse, et puis avec le temps, tout passe, comme disait l'autre. Et je ne dirais pas que c'est ça qui est représentatif. En revanche, je pense, étant russe moi-même, que les Russes... vous savez, en Occident, on appelle ça un contrat civil, c'est ça ? Entre le gouvernement et la société civile, on appelle ça le contrat. En Russie, c'est presque... Contrat social. Contrat social, oui. En Russie, c'est presque, je dirais, avec un mot сделка, deal, c'est ça. C'est-à-dire que vous vivez comme vous voulez, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Et en fait, le russe, de génération en génération, et je suis comme ça, j'ai jamais voté de ma vie, parce que laissez-moi tranquille, et mon territoire privé, ma cuisine, c'est ma cuisine. Alors faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille vivre comme je veux ma vie privée. Et oui, mais ça je suis d'ailleurs, c'est la même chose avec ce que vous appelez l'oligarchie, et que je ne trouve pas que le mot est approprié, parce qu'il n'y a pas d'oligarchie en Russie. L'oligarque, c'est celui qui a l'argent et qui a l'influence sur le pouvoir. Or, le pouvoir russe a permis aux gens riches de vivre confortablement, suivant leur goût et leur
demande, mais ne vous mêlez pas ailleurs. Donc, je pense que le Russe n'est pas désintéressé de la guerre. Au fait, c'est un peuple, et c'est ça son drame. Il laisse couler, il ne se prononce pas. Il est complètement apathique et atomisé, chacun dans sa cuisine. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. À mon avis, je suis d'accord avec vous sur le constat, mais peut-être moins sur la trajectoire. En fait, c'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives de rébellion de la part de la société civile en Russie, notamment en 2011-2012, au moment de la 3e élection de Vladimir Poutine. Là, il y avait des dizaines de milliers de citoyens russes dans les rues des grandes villes, mais pas uniquement, qui protestaient contre le régime de Vladimir Poutine. Mais ça coïncide aussi avec le moment où justement il y a eu une radicalisation du régime russe, et avec le début finalement des enfermements systématiques des opposants, des manifestants. Alors les peines étaient très variables, hein, évidemment, ça pouvait être quelques heures en prison, comme quelques années, ça dépendait de ce que vous aviez fait, etc. Et donc en fait, cette volonté finalement de réprimer, à partir de 2012, systématiquement les manifestants et l'opposition en Russie, a véritablement annihilé l'opposition de façon générale. Et le dernier, le dernier des Mohicans, enfin, Alexeï Navalny, a quand même été empoisonné et a failli y passer, à cause du Novichok et à cause des services de renseignement, des services secrets russes, le FSB. Donc il y a clairement, là on le voit, de façon, c'est très visible, l'opposition russe est réprimée, et aujourd'hui, du coup, chez la jeunesse, qui, on l'imagine, serait la plus à même à s'opposer directement et frontalement au régime russe, il y a une forme de passivité, mais c'est pas pour autant qu'elle n'en pense pas moins, cette jeunesse, en réalité. Mais la dissidence était toujours forte en Russie. Mais le régime russe cherche, c'est ça que je voulais dire, cherche à rendre la population russe la plus passive possible. Il y a cette idée-là, la population russe, et je vais prendre un exemple tout bête, mais qui à mon avis est important. La population russe est composée à 80% de Russes ethniques. Les 20% restants, ce sont des Tatars, ce sont des Tchétchènes, ce sont des Bouriates, des Kalmyks, etc., qui vivent principalement dans les républiques, les fameuses 22 républiques de Russie. Et qui est envoyé au front aujourd'hui? Les petits peuples. On le sait, c'est les petits peuples. Et parce que c'est une menace. C'est une menace. Parce que c'est une menace, et parce que... Donc ça devient la chair à canon. Parce que le régime russe se comporte comme un régime néocolonial, en fait, c'est clairement ça, et un néo-empire, enfin on peut utiliser plein de termes pour le coup qui me semblent bien collés. Et derrière, la population russe, ces fameux 80% de Russes ethniques, se sentent moins concernés par cette guerre, parce que souvent les Russes ethniques vivent à Moscou et Saint-Pétersbourg et qu'ils ne connaissent pas du coup de membres de leur famille qui est parti au front. Et finalement, ils ont l'impression que cette guerre ne les concerne pas. Oui, c'est pour ça qu'il ne fait pas la mobilisation. Voilà, exactement. Donc il y a vraiment cette volonté-là. Et je vais prendre un exemple très concret pour le coup. Cet été, donc, j'étais en Asie centrale et je suis allé au Kirghizistan, en Ouzbékistan et au Tadjikistan. Et j'ai rencontré beaucoup de Russes en vos vacances, justement, dans cette région de l'espace post-soviétique, justement. Et vous n'avez pas rencontré Gérard Depardieu, notre grand ami de ces républiques? Je n'ai pas rencontré et de leurs dirigeants? Non, pas du tout. Pas du tout, mais par contre, j'ai été frappé par la quantité de Russes en vacances que j'ai pu croiser. Et j'ai aussi rencontré beaucoup de locaux, et notamment au Tadjikistan, j'ai rencontré un homme, un chauffeur de taxi, et on a beaucoup discuté, lui et moi, et il m'expliquait que son cousin était mort à l'est de l'Ukraine quelques mois auparavant, et qu'il était côté russe. Et je lui ai posé des questions, du coup j'ai essayé de faire avec tact évidemment, parce qu'il était encore dans la douleur, forcément. Et en fait, il m'a raconté l'histoire, il m'a dit vous savez, il y a une forte émigration tadjik en Russie, une émigration de travail qui est très connue. Gastarbeiter, ouais. Voilà, bien sûr. Et en fait, il m'expliquait qu'au début de l'invasion, en fait, il y a eu une
grosse volonté du régime russe d'embrigader, littéralement, les Tadjiks en leur promettant évidemment un salaire plus important que d'habitude, etc., et en les envoyant à l'est de l'Ukraine, en fait. Et c'est ça aussi la réalité, finalement, de l'armée russe aujourd'hui, qui est un patchwork. En fait, Poutine a trouvé comment se débarrasser des cassos. Parce qu'il prend toute cette immigration qui parle très mal le russe, qui est souvent analphabète et qui balaye les rues. Reste à savoir qui va les balayer après. Il fait appel aux gens qui sont dans les prisons, souvent des délinquants les plus ignobles, parce que pour eux, c'est la seule façon de sortir de la prison et d'échapper la perpétuité. On leur donne de l'argent et on donne la liberté. Pourquoi ne pas y aller? Seulement, ça montre que le système juridique est quand même un tout petit peu bizarre en Russie, parce que si on sort les délinquants graves et on leur propose de l'argent, si on les tue, tant mieux, mais alors s'ils restent vivants, qu'est-ce que ça va devenir? Oui, c'est sûr. Sans parler de la jurisprudence elle-même. Et comment vous avez senti là-bas, dans les pays de l'Asie centrale, les autres, je veux dire, pas ceux qui balayent les rues à Moscou, c'est vrai qu'ils se détachent de plus en plus de Poutine? Alors, ce qui m'a frappé déjà, c'est que c'est évidemment très variable en fait. Ça paraît bateau de le dire, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à englober les 5 pays d'Asie centrale comme si chaque peuple pensait la même chose. En fait, c'était très variable. Et par exemple, quand on rentrait au Kirghizistan, la population que j'ai pu rencontrer là-bas était plutôt favorable à Vladimir Poutine et à la guerre. Je dis bien plutôt avec beaucoup de guillemets, mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. Et effectivement, je crois que des 5 pays d'Asie centrale post-soviétiques, donc du coup, le Kyrgyzstan est celui qui est le plus proche d'un point de vue politique de la Russie aujourd'hui, là où le Kazakhstan, par exemple, cherche à s'éloigner de plus en plus de la Russie, et on sait, notamment depuis les manifestations qui ont eu lieu l'année dernière, où on a vu l'armée russe intervenir, en fait, je pense que ça a été un élément déclencheur au niveau politique au Kazakhstan qui s'est dit, attention, le régime russe pourrait en profiter pour imposer aussi sa vision politique chez nous, encore plus que ça n'était déjà le cas avant. Donc bon, voilà, au Kyrgyzstan, cette sensation en tout cas que la population était majoritairement pro-Poutine, même si c'est difficile de le dire avec certitude et avec des statistiques. Ensuite, j'ai eu la sensation au Tadjikistan et en Ouzbékistan qu'il y avait un éloignement effectivement de la part des populations locales qui, elles, s'apercevaient de plus en plus que le régime de Vladimir Poutine était dangereux et potentiellement qu'il avait des velléités de reconstruction de l'Union soviétique et d'une ceinture de protection pour la Russie. Et j'ai eu cette sensation en tout cas qu'il y avait un ras-le-bol et qu'ils se sentaient pris en étau, ces peuples, entre deux grandes puissances en fait, d'un côté la Chine, de l'autre la Russie, et qu'ils avaient peur d'être en fait les parents pauvres de la grande géopolitique de demain qui arrive en fait. Et par là même, la question des nouvelles routes de la soie est très présente là-bas, puisque en fait 3 des 6 routes de la soie vantées par Xi Jinping passent dans la région, en fait, dans l'Asie centrale, et la Russie plus au nord. Donc cette question du monde de demain, de l'économie de demain, est très présente là-bas. Et effectivement, on a cette sensation que beaucoup de choses vont s'y jouer. Après, j'avais une anecdote dont j'avais envie de parler parce que je trouve qu'elle est assez révélatrice de ce qui se passe à la fois en Russie, mais aussi dans cette région du monde, l'espace post-soviétique et l'Asie centrale. C'était à Samarcande, en Ouzbékistan, la capitale de l'Ouzbékistan. J'étais dans un hôtel, un petit hôtel, et un garçon russe vient me voir un matin, un garçon de 9-10 ans. Il était en vacances avec sa famille. Et donc il venait de Novosibirsk. Et donc long voyage, etc., qu'ils avaient fait en voiture en plus, donc très long. Il vient me voir, il me dit « Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous poser une question ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Il me dit « Mais vous êtes français ?» Je dis « Oui, tout à fait. » Il dit « Mais vous n'êtes pas russophobe ?» Et je lui dis « Ben non, pas du tout, parce que pour plein de raisons, je fais la différence entre la politique d'un État, sa population, etc. »
Il commence une discussion où il m'explique qu'en fait, mais lui, depuis qu'il est né, en fait, on lui explique dans les médias, mais aussi sa famille, lui explique que les Occidentaux, en fait, n'aiment pas les Russes, qu'il faut s'en méfier, que c'est pour ça que Vladimir Poutine est là pour protéger les intérêts des populations russes, et dans l'est de l'Ukraine, pour sauver les russophones qui sont en train d'être massacrés par les forces ukrainiennes de Kiev. Et donc il m'explique tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup frappé parce qu'en fait, là, on a un exemple concret de l'effet d'une propagande de ce fameux régime qu'on qualifiait tout à l'heure ensemble de totalitaire, en fait. Bon, vous savez, quand j'étais adolescente, dans les années 70, beaucoup de gens me demandaient s'il y a des feux encore, est-ce qu'on fait des feux avec des ours et on fait griller les cochons sur la place rouge, je sais pas. Bien sûr. Chacun a un droit à sa propagande, etc. À sa propagande. Et à ses clichés. Aussi idiote qu'elle. C'était quand même assez précis. Oui, C'était quand même assez précis, il m'a même cité des chiffres sur le nombre de morts supposés des russophones de l'Est, etc. Donc les chiffres étaient bien entendu très très exagérés, même s'il y a eu une réalité quand même. S'il y a un fond de vérité, c'est souvent ça le caractère pernicieux, disons, de la propagande du régime de Vladimir Poutine. Mais ça n'empêche que j'avais face à moi un enfant de 9-10 ans qui m'expliquait la réalité de son monde, qui ne correspondait pas du tout à la mienne. Et on a eu du coup ensemble une discussion qui était fort intéressante derrière, et je me souviens que, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai écrit cette discussion ensuite. Pour ne pas parler des anecdotes, je voudrais m'adresser à vous comme un chercheur. Il y a 2 jours, Kadyrov a dit qu'il voulait prendre sa retraite, ne plus être dirigeant de la Tchétchénie. D'ailleurs, une grande question, comment ça se fait qu'il y a tellement de Tchétchènes qui font la guerre en Ukraine pour le compte de la Russie, eux, les Tchétchènes, qui ont tellement subi de la part de la Russie 2 guerres de suite, c'est quand même assez énigmatique. Un peuple aussi fier et aussi têtu joue la chair à canon de leur propre bourreau. Donc Kadyrov qui dit « je ne veux plus diriger le pays » parce que il se voit plus comme le grand sunnite et plutôt un homme religieux qui va devenir un pilier du monde musulman. Il paraît qu'il veut prendre la direction de la mosquée à Jérusalem. On parle souvent de la possibilité de la guerre civile en Russie avec les Ukrainiens. Est-ce qu'une autre guerre est possible entre les Russes et tous ces différents musulmans, très très différents, parce que le monde musulman dans l'Empire russe n'est pas exactement le même comme ici en Occident, parce que les Tatars c'est les Tatars, les Tadjiks c'est les... Enfin, c'est très... les us et coutumes sont très différents, c'est très atomisé, et voilà que Kadyrov, qui est un vrai bourreau, qui se présente comme un sunnite, cherche à trouver un rôle qui est beaucoup plus important que juste le président de la Tchétchénie. Alors, il y a plein... Et est-ce que c'est une menace pour Poutine ? Il y a plein d'éléments dans votre question, je vais essayer d'y répondre de façon, disons, claire. Et c'est en plus un sujet, moi, qui me passionne, donc j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, plus largement, je ne dirais pas juste uniquement sur l'islam. Moi, je pense que en fait, l'ensemble des 22 républiques de Russie, de la Fédération de Russie, sont potentiellement des hauts lieux de la contestation, en fait, par essence, puisque ces républiques, en fait, sont composées des minorités ethniques à l'échelle nationale, mais sont généralement des majorités ethniques à l'échelle des républiques. En Tchétchénie, on a une majorité de Tchétchènes, on a une majorité de Bouriates en Bouriatie, de Tatars au Tatarstan, etc., etc. Et puis de Juifs au Birobidzjan, par exemple, également. Enfin, on pourrait les énumérer comme ça. Évidemment que depuis la chute de l'URSS, la question des républiques est centrale. Parce que déjà, Boris Yeltsin, en 1991, juste avant la chute de l'Union soviétique, était allé à Kazan, au Tatarstan, et avait dit aux républiques « Prenez autant de souveraineté que vous pouvez en avaler ». Il avait eu cette phrase très claire, et ensuite, durant ces 2 mandats, il s'était attaché finalement à créer ce qu'on appelle, ce que certains chercheurs, dont notamment Jean Radvani, appellent le fédéralisme à la carte. C'est-à-dire qu'en gros, chaque république, voire même plus largement chaque région, avait une capacité de marchandage
auprès de l'État central pour obtenir plus ou moins d'indépendance, pour payer plus ou moins d'impôts, etc., etc. Et à ce titre, on a vu évidemment les deux exemples les plus marquants. C'est d'une part le Tatarstan qui a si bien négocié son traité de souveraineté qu'il a obtenu énormément d'indépendance et a eu la chance, entre guillemets, pendant des années de payer très peu d'impôts à l'État central, ce qui en a fait une des régions les plus riches de Russie, en fait, pendant longtemps. Et par opposition, on a eu la Tchétchénie, qui évidemment, qui a vu certains Tchétchènes prendre les armes pour essayer d'obtenir l'indépendance. Et on sait comment ça s'est terminé au terme de 2 guerres de Tchétchénie, orchestrées notamment, mais pas uniquement, par Vladimir Poutine, et qui s'est terminé en sang, comme on le sait. Et donc, Ramzan Kadyrov est un peu l'enfant de ces 2 guerres, en réalité. Et lui, ce qui s'est passé quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a noué finalement un pacte avec le régime russe, avec Vladimir Poutine. En gros, le pacte, c'était le suivant, c'était Kadyrov devait prêter allégeance à Vladimir Poutine, qu'importe sa politique, et en échange, il avait le droit de mener à l'échelle de la République sa politique comme il le souhaitait. Et c'est ce qui se passe, tant et si bien qu'aujourd'hui, quand vous allez à Grozny, en Tchétchénie, vous découvrez une société qui est assez extraordinaire, entre guillemets, dans le sens où ça ne représente rien de ce que vous avez pu voir avant en Russie, en fait, quand vous y allez. Et moi, je me souviens, j'ai été très frappé par justement mon voyage là-bas, puisque j'y étais il y a 2 ans et demi maintenant, et je me souviens que ce qui m'avait frappé, c'est qu'à certains égards, la charia primait sur la religion, sur la loi fédérale, qui est évidemment ce qui est anticonstitutionnel normalement en Russie, mais le deal, on parlait de deal tout à l'heure, le deal entre Kadyrov et Vladimir Poutine, c'est celui-là. Après, voilà, pour sa petite phrase qu'il a prononcée, Kadyrov, il y a 2 jours, en disant que son temps était fini, etc. Bon, il a déjà fait ça par le passé. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été suivi des faits. Souvent, il le fait pour ensuite orchestrer à l'échelle locale, en Tchétchénie, une forme de mouvement qui lui est favorable, un appel de la population qui lui dirait « Ramzan, revenez, restez ». Voilà, tout ça est organisé, orchestré, c'est de la propagande locale, c'est très courant. Donc vous pensez que c'est juste un jeu ? Je pense, oui. Enfin, un jeu, une stratégie politique à l'échelle locale de communication, en fait. Et ce qui renvoie aussi à la culture tchétchène. Il y a un rapport, en fait, où justement on ne doit pas vouloir du pouvoir, mais c'est justement les gens qui doivent vous le donner, en fait. Et c'est une façon aussi, finalement, de respecter les us et coutumes locales. Et pour aller même plus loin, pour essayer de comprendre ce paradoxe, effectivement, pourquoi Ramzan Kadyrov envoie à l'est de l'Ukraine énormément de Tchétchènes pour soutenir la guerre de Vladimir Poutine, tout simplement parce que dans la société tchétchène, le don et le contre-don sont des notions très importantes. C'est-à-dire que quand on est redevable à quelqu'un, il faut justement payer sa dette. Et en l'occurrence, dans la construction du narratif tchétchène, Ramzan Kadyrov doit à Vladimir Poutine la paix qui existe actuellement en Tchétchénie et le fait qu'il ait le pouvoir et qu'il soit capable d'en faire ce qu'il veut, plus ou moins en tout cas. Et donc, je pense que ça se joue à ce niveau-là, qu'il y a vraiment ce rapport sociétal, des us et coutumes tchétchènes, et que Ramzan Kadyrov les respecte en respectant son contrat du coup avec Vladimir Poutine. Mais du coup, par contre, se pose une autre question. Quid de la Tchétchénie de Ramzan Kadyrov sans Vladimir Poutine? Et là, ça répond du coup un peu partiellement à votre question d'origine, à savoir est-ce qu'on pourrait voir des révolutions en interne en Russie, dans la Fédération de Russie? Moi je pense que oui, et je pense que si elles doivent venir, elles viendront des républiques. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'en 2019, on a eu par exemple les plus grandes manifestations de l'histoire de la Kalmoukie, à Elista, la capitale de la Kalmoukie, donc une république évidemment méconnue pour le grand public, notamment en France, mais même aussi en Russie, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Kalmoukie. Mais voilà, c'est un peuple bouddhiste qui se dit descendant de Genghis Khan, donc des Mongols, des fameuses conquêtes mongoles du XIIe et XIIIe siècle.
il s'avère, en 2019, le parachutage d'un homme politique issu des républiques populaires de Donetsk, de la République populaire de Donetsk. Ce parachutage, en tant que gouverneur à l'échelle de la Kalmoukie, a été très mal perçu par les populations locales, qui ont dit « mais attendez, de deux choses l'une, on ne veut pas d'un Russe, en l'occurrence d'un Russe, encore moins d'un Russe qui est mêlé aux histoires de guerre à l'est de l'Ukraine, et surtout, cet homme ne comprend pas, ne connaît pas nos intérêts. En fait, nous sommes kalmiques, c'est ça, c'est l'ethnie, nous sommes bouddhistes, nous parlons notre propre langue, nous avons notre propre culture, il faut qu'on soit dirigé par un kalmique. Et donc ça avait engendré énormément de manifestations pendant plusieurs mois. Alors ces manifestations ont été réprimées, néanmoins, elles ont existé. Et c'est encore aujourd'hui les plus grosses manifestations de l'histoire de cette République. Voilà, donc des signaux, qui sont évidemment des signaux faibles, bien sûr, mais qui laissent penser que le jour où on aura une transition, parce qu'elle va arriver, et que le jour où Vladimir Poutine laissera son pouvoir ou mourra à la tête de la Russie, alors des troubles pourraient arriver et ils viendraient, à mon avis, de l'intérieur. Ce qui veut dire que vous pensez qu'après Poutine, il y aura la chute de son régime. Vous ne pensez pas que, contrairement à ce qu'on nous présente, par exemple par rapport au bouton nucléaire, que Poutine ne va pas appuyer parce que les gens autour de lui ne vont pas lui permettre. Moi, je pense qu'au contraire, il y a une centaine de gens autour de lui qui disent « laisse-moi appuyer, laisse-moi appuyer ». Et peut-être qu'après Poutine viendra quelqu'un de beaucoup plus... beaucoup moins hédoniste, parce que Poutine finalement aime la belle vie. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas encore appuyé. Tandis qu'à sa place peut venir quelqu'un qui n'est pas du tout ni occidental, ni aime la belle vie, qui sort juste de la forêt et qui va dire que tout ça disparaisse. Vous êtes plutôt... Alors, j'avoue que sur la question du futur du régime politique russe, je pense que pas grand monde ne sait ce qui pourrait se passer. C'est très difficile d'imaginer, est-ce qu'on va avoir une révolution de palais, est-ce qu'on va avoir une révolution dans les rues, est-ce qu'on va avoir une transition calme, pas calme, est-ce que ça va être quelqu'un qui va être préparé, ou au contraire, est-ce que tout le monde va être pris de court? Ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'on ne voit pas de successeur à Vladimir Poutine actuellement. On sait qu'avant que la Constitution soit modifiée en 2020, Vladimir Poutine répétait que c'était son dernier mandat. Il le répétait. Et puis, la nouvelle Constitution est votée, et dedans est rajouté un paragraphe où il a désormais la possibilité d'être président de la Fédération de Russie jusqu'en 2036. Donc ça, dans une certaine mesure, c'est un aveu d'impuissance, parce que ça montre bien que le régime fonctionne à travers lui, à travers un homme, et c'est une grande faiblesse pour un régime, en fait. Quand cet homme devient vieux, que potentiellement il serait malade, même si c'est évidemment très difficile de le dire avec certitude, mais de toute façon, la vieillesse faisant son effet, évidemment, il ne va plus être fringant comme il l'était auparavant, et sportif, etc., comme j'ai pu notamment l'écrire dans mon précédent livre. Mais, voilà, en d'autres termes, aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé de successeur à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'a pas trouvé de successeur, et ça laisse présager du coup une instabilité. Puisque la population russe n'est pas préparée non plus, ne serait-ce que dans les médias, etc. Si jamais il venait arriver à un problème de santé grave à Vladimir Poutine maintenant, qui prendrait sa succession? Comment? Est-ce que la population l'accepterait? Parce que là, on sait bien que son régime tient en partie par la force et la peur, justement, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un réussirait à susciter ça auprès de la population russe de la même façon derrière? Ça paraît compliqué. Mais en tout cas, je ne veux pas m'avancer moi sur ces questions-là, tout simplement parce que on disait tout à l'heure que le passé de la Russie était imprévisible. Alors, qu'en est-il de son futur? J'aurais pas parié, par exemple, il y a quelques années, sur une invasion de l'Ukraine jusqu'à Kiev, et pourtant elle est arrivée. Donc. En fait, la peur était une constante dans l'histoire de la Russie, tout régime confondu.
Et cette peur, je pense que le seul qui a réussi à quasiment nous enlever cette sensation de la peur permanente, c'était Gorbatchev, parce que c'est avec lui qu'on, tout d'un coup, on a découvert qu'on pouvait dire ce qu'on pense sans être tout de suite mis en prison. Et d'ailleurs, c'est lui qui a libéré tous les prisonniers politiques, Gorbatchev, et déjà pour ça, on peut lui être reconnaissant. Poutine joue de nouveau cette carte de la peur. Si la relation entre l'État et la peur serait un chiffre, l'État c'est le nominatif et la peur c'est le dénominateur. Et du coup le chiffre est plus petit que le dénominateur est plus grand. Plus grande est la peur, moins fort est l'État. Comment vous expliquez qu'à l'échelle mondiale, on a basculé dans une société qui est dirigée par la peur, y compris en France. Depuis des années, dès qu'on allume la télévision, dès qu'il y a une peur de quelque chose qui diminue, voilà qu'on nous sort comme un lapin du chapeau une autre variante de la peur. Est-ce que ça veut dire que l'État mondial est affaibli ? Je pense qu'on est dans une situation actuellement et depuis une dizaine d'années, je dirais, où les périls sont de plus en plus nombreux et de plus en plus importants, en fait. Qui aurait cru il y a 5 ans qu'on allait vivre une pandémie mondiale avec la moitié de l'humanité enfermée pendant plusieurs mois ? C'est ça, hein, c'est ça. Qui aurait cru que la guerre reviendrait en Europe aux portes de l'Union européenne, qui aurait cru finalement que les conséquences du réchauffement climatique arriveraient aussi rapidement, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on en parle depuis 30 ans, 40 ans même peut-être, mais on a quand même la sensation que c'est de plus en plus concret, en fait. Et donc tout ça mis bout à bout, et puis j'en oublie forcément, fait que c'est difficile de ne pas avoir peur. Il suffit de voir les nouvelles générations, comment elles sont... C'est tellement facile de ne pas avoir peur. Au contraire, ma question, c'est... le monde entier a toujours vécu avec la peur de la guerre, la peur des poux, de choléra, mais on n'a jamais fait une monnaie courante. C'est-à-dire que dès que la pandémie recule, tout de suite on nous sort attention, la crise, où on va tous mourir de froid cet hiver. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est juste des problèmes de la vie normaux. Il faut arrêter de dire... c'est-à-dire que mon propos, c'est en quoi Poutine est différent des dirigeants européens. On présente la pandémie, c'était une catastrophe, mais ça va, il ne faut pas exagérer non plus. On a créé plutôt une psychose terrible. Hein. On a massacré psychologiquement peut-être plusieurs générations. Et c'était pas si grave que ça, merde. Et maintenant, oui, on va tous mourir du froid, mais c'est ridicule. Quelle est, diable, cette utilité des gouverneurs de nous entretenir en permanence dans une peur et le peuple y va, hein. C'est ça ce qui est... Dans le cas de Poutine, je peux comprendre, mais dans le cas des dirigeants occidentaux, c'est quand même une tendance... Moi, je ne partage pas tout à fait votre constat, parce que je pense que les périls existent. Par exemple, je pense que le Covid a été une tragédie à bien des égards, et que si les politiques n'ont pas été parfaites, évidemment, bien entendu, beaucoup de morts ont été évitées quand même si beaucoup de gens, effectivement, sont en grande détresse psychologique aujourd'hui. À cause de cela, on a tous été touchés de près ou de loin, bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, de manière générale, il y a une dissonance entre ce que les nouvelles générations comprennent du monde, via notamment les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui permet une transmission de l'information très rapide et une compréhension quand même du monde qui nous entoure beaucoup plus importante qu'avant. Et donc il y a une dissonance entre ça et les politiques qui sont toujours finalement représentent toujours une forme de vieux monde, en fait, et avec une difficulté à s'adapter
une réalité que tout le monde voit. Je pense surtout là au réchauffement climatique, pour le coup, qui est à mon avis l'enjeu numéro un, qui va bien au-delà de la guerre en Ukraine, qui va bien au-delà de la pandémie. En fait, c'est une conséquence d'ailleurs, potentiellement de la pandémie. En Asie centrale, par exemple, je reviens à ça, mais c'était frappant de voir que la question principale en Asie centrale en ce moment, c'est l'eau. C'est parce que les lacs, les fleuves, les rivières, ça sèche en fait. Et je l'ai vu de mes yeux, les gens sont vraiment très concernés parce que pendant tout le mois où j'étais là-bas, il faisait entre 40 et 50 degrés tous les jours. En fait. Donc c'est très concret. Et donc la question de l'eau, la question du réchauffement climatique est là. Et donc pour beaucoup, je pense, de jeunes, effectivement, on se dit, mais comment ça se fait qu'on ne prend pas à bras le corps cette situation, etc. Donc j'inverserai le propos, je dirais que peut-être même que la peur n'est pas suffisamment présente dans la tête de certains dirigeants, je dirais. Parce que chez la jeunesse, il y a une compréhension de ces enjeux-là. Voilà. Après, on peut en débattre. La peur paralyse. Du coup, au lieu de faire quelque chose, quand on est tétanisé, on va sous la table et on fait rien. On attend que la mort nous arrive. Ça, c'est la version finale de la peur, mais la peur est aussi un réflexe. Les médecins disent souvent que la peur, comme la douleur, c'est un signal. En fait, et le corps et l'esprit réagissent face à ces signaux et essayent de les soigner, de les réparer, de s'en protéger. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux et moi j'ai envie de vous poser la question à propos du titre de votre livre, La géopolitique de la Russie. Moi j'avoue que j'ai appris la géopolitique avec Dugin. On se connaissait il y a 30 ans. Et j'avoue que quand je l'ai connu, je trouvais, enfin j'étais bien sûr une jeune femme, et j'étais assez fascinée par ce personnage. Pendant longtemps, je répétais que c'était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré, un encyclopédiste, parlant toutes les langues. Et lui, il était adepte de René Guénon. Et René Guénon, je ne sais pas si en France il est considéré comme fondateur de la géopolitique, mais en tout cas c'est comme ça que Dugin présentait les choses. J'ai l'impression, tel que je comprenne la géopolitique c'est les pays, c'est terre ou mer. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore un concept, est-ce que c'est pas désuet la géopolitique, puisque tout se dirige dans l'air par iCloud? Et donc les conceptions géographiques, est-ce que tu es à côté de la mer ou loin de la mer, ça a encore une importance. En fait, la géopolitique, ça va au-delà de la terre et de la mer. En réalité, c'est la géopolitique, selon Yves Lacoste, si on peut dire que c'est le père de la géopolitique française, tout ça est discutable et ça dépend des chapelles évidemment. Mais en tout cas, Yves Lacoste en a donné une définition qui à mon sens est assez claire. Mais en fait, la géopolitique, c'est l'histoire, c'est l'étude des conflits et des mouvements sociétaux, etc., sur des territoires entre des protagonistes, tout simplement. Et donc, en fait, que ce soit les conflits, que ce soit les territoires et les protagonistes, tout ça est très variable en fait. Et aujourd'hui, par exemple, l'étude de la géopolitique du cyberespace est en plein essor parce que c'est un territoire à part entière en fait. Et donc aujourd'hui, les géopolitologues considèrent que l'air, la Terre, l'espace, ce qu'on appelle l'espace extra-atmosphérique, la mer, etc., en fait, sont des lieux de confrontation entre les puissances. Et on peut parler aussi d'espace informationnel, de cyberespace, voilà, tout ce que je disais justement avant. Donc je pense qu'au contraire, la géopolitique mute en tant que savoir. Je sais qu'on ne parle pas, par exemple, on ne parle pas de science pour parler de géopolitique aujourd'hui. On parle de science pour la géographie, on parle de science pour l'histoire. La géopolitique, c'est plutôt un savoir, une clé pour pouvoir étudier, comprendre les conflits et les mouvements qui parcourent la planète, en fait, ni plus ni moins que ça. Il ne faut pas la grossir plus qu'elle ne l'est réellement. Il ne faut pas non plus la minimiser, parce que c'est, je pense, une clé intéressante. C'est ce que j'ai essayé de montrer justement dans le livre. Comment le régime russe essaye d'utiliser les différents territoires à sa disposition pour étendre son pouvoir. Il y a un chapitre notamment sur le cyberespace dans l'ouvrage qui montre comment justement Vladimir Poutine a cherché
à s'immiscer dans ce cyberespace pour influencer les opinions mondiales, pour faire évoluer les politiques de tel ou tel État, pour hacker potentiellement certains gouvernements et obtenir des informations. Et évidemment, la Russie et le pouvoir russe ne sont pas les seuls régimes à faire ça, bien entendu. L'objectif, évidemment, le sujet, c'est la géopolitique de la Russie, donc c'est pour ça que j'en parle, mais ça ne signifie pas que la Russie est le seul État à faire ça. Bien entendu que non. Mais voilà, la géopolitique est plurielle et en perpétuel mouvement, et c'est ça qui la rend passionnante, je crois, aujourd'hui. On parlait autrefois de la géopolitique, voilà, il y a des pays continentaux plutôt, ou des pays maritimes plutôt. Aujourd'hui, si on suit la mutation avec iCloud, et donc la direction céleste, pour ne pas dire, je sais pas. Bref. Quelle serait, d'après vous, la répartition des forces? Par exemple, il y a une version, à cause de la guerre, la vieille Europe, à savoir l'Allemagne, la France et l'Italie, ont perdu leur chance parce que leur position par rapport à l'Ukraine était plus que douteuse. Or, aujourd'hui, c'est l'Angleterre qui joue le rôle quasiment numéro 1 en tant qu'aide à l'Ukraine. Et il paraît qu'autour d'Angleterre peuvent se réunir les pays anciens membres de l'Union soviétique, des pays baltes, la Pologne, peut-être la Slovaquie, et autour de l'Angleterre. Mais ça reste géographique. Enfin, je ne sais pas. À votre avis, comment vont être rejouées les cartes des pays et de leur rôle? Moi, déjà, d'abord, je suis évidemment spécialiste de la géopolitique de la Russie, avec un domaine de recherche encore plus précis, à savoir la géopolitique du sport russe. Donc, comme chaque chercheur, voilà, on va de plus en plus. Alors, quelle équipe contre quelle équipe? Ou alors, donc, après, le futur des Russes, c'est quand ils vont. Comment on dit quand pour le football, tu balelchik? Comment on dit balelchik en français? Balelchik, c'est supporter. Supporter. Ah, oui. Quand les Russes vont être supporters de l'équipe de football de Kiev, ça ira mieux. Oui. Après, non, mais les grandes tendances, en tout cas, ce qui est frappant quand on regarde la situation depuis l'invasion, depuis le début de l'invasion il y a 7 mois maintenant, presque, on se rend compte finalement que ça a eu un effet très étonnant sur l'Union européenne, c'est que ça a contribué à la souder, en tout cas dans un premier temps. Je n'ai aucun doute sur le fait que les dissensions vont apparaître, ou sont déjà en train d'apparaître en fait, mais il n'empêche que face à une action militaire, il y a eu une réponse quasi systémique de la part de l'Union européenne pour sanctionner la Russie, pour prendre véritablement position, sans, disons, sans faire de langue de bois et en y allant, en fait, concrètement. Et ça a permis, à mon sens, d'aider notamment l'armée ukrainienne à repousser les forces russes. Donc déjà, il y a quand même ça. Il y a le fait que ça a aussi ressuscité, entre guillemets, l'OTAN. Là où, justement, Emmanuel Macron disait, pas plus tard qu'il y a quelques mois, que l'OTAN était en mort cérébrale, aujourd'hui, elle a de nouveaux candidats. La Finlande et la Suède, qu'on n'imaginait pas du tout un jour vouloir rejoindre l'OTAN, mais qui vont le faire. Donc on a quand même un pôle occidental qui semble s'être renforcé, en tout cas d'occidentaux à occidentaux, d'une part. Néanmoins, comme on le disait tout à l'heure, ça ne représente ni plus ni moins qu'une minorité des États de la planète. Et en face, on a d'autres forces en présence qui commencent à se révéler. Évidemment, la Chine est la force la plus visible, la plus importante, elle a une ambition
avouée, celle de devenir la première puissance économique et militaire de la planète d'ici 2049. Xi Jinping l'a dit, c'est pour ça qu'il a lancé en 2013 les nouvelles routes de la soie. C'est un projet au long cours qui est destiné à redéfinir la géopolitique mondiale avec comme point de départ l'Asie et plus précisément évidemment la Chine. Donc voilà, ça c'est une des grandes tendances, bien sûr peut-être la plus importante. Et en face, on a forcément les États-Unis qui cherchent du coup à contrecarrer les plans chinois et à continuer à exercer leur influence à l'échelle planétaire, puisque, encore aujourd'hui, évidemment, les États-Unis sont la principale puissance de la planète. Ensuite, si on revient à la puissance russe, il est intéressant de voir ce que suscite l'influence russe à l'étranger. Et il est intéressant notamment de voir que, par exemple, les troupes Wagner, peut-être que vous en avez entendu parler, donc le groupe paramilitaire qui n'est pas officiellement groupe paramilitaire russe, qui n'est pas officiellement reconnu par le régime de Vladimir Poutine, mais qui est très actif notamment en Centrafrique, notamment au Mali, plus largement sur le continent africain. Ce groupe paramilitaire russe, non officiel, très influent en Afrique, cherche finalement à surfer sur un discours anticolonial en disant regardez les puissances occidentales, ce qu'elles vous ont fait subir pendant des siècles et des siècles. Nous, la Russie, n'avons pas vocation à vous imposer un ordre moral, mais simplement à vous aider si vous en avez besoin, à vous émanciper de la France, de l'Angleterre, etc., etc. Et les réactions locales en Afrique sont, pour le moment en tout cas, globalement assez favorables. Ah j'en sais quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de taxis maliens à Paris, et à chaque fois quand je parle avec ces Maliens, et j'ai envie de m'excuser pour Wagner, parce que je suis russe, et voilà, ils me disent mais non, et une fois on m'a même ne pas fait payer ma course parce que j'étais russe et qu'ils adorent Wagner. Enfin, on va savoir. Voilà. Et ça montre que si l'influence russe peut parfois paraître grossière, etc., en réalité, elle souffle sur des braises qui existent déjà, et on peut tout à fait imaginer du coup que cette influence occidentale qui existait jusqu'alors à l'échelle planétaire, on va pas se mentir, jusqu'à il y a quelques mois, il y avait des McDonald's partout en Russie. Et il y en a un peu partout sur la planète. Et évidemment, c'est le soft power américain qui est très puissant, etc. Mais il y a une remise en cause, aujourd'hui, de ce soft power américain et plus largement occidental. Et il y a fort à parier, à mon avis, que dans les grandes tendances du XXIe siècle, on voit émerger justement un peu plus les intérêts des États de façon individuelle et moins par groupe, comme on a pu le voir auparavant, et peut-être du coup une volonté de nombreux États de s'opposer frontalement aux puissances occidentales et de sortir des alliances historiques, que ce soit diplomatiques ou économiques. Voilà, j'ai rien contre la disparition d'une partie de McDonald's de France, c'est pas du chic. Promis, la toute dernière question, très personnelle. Vous êtes si jeune, si frais, pourquoi vous intéressez-vous à la Russie ? Je m'explique, je trouve que de haut de mon âge et de mon expérience, les gens qui s'intéressaient à la Russie sont soit des parias complexés, soit des pervers, soit des crypto-communistes, mais en fait, au fond, c'est des gens infréquentables, y compris Camus et sa femme que j'aime pas du tout. Tous les gens qui s'intéressaient, soit ils étaient simplement stupides parce qu'ils ne voyaient pas l'horreur qu'est la Russie, politiquement parlant, moralement parlant. Et les gens qui voyageaient en Russie et qui revenaient à chaque fois en chantant des louanges, oh là là, pays magnifique, je me disais, oh là là, toi, soit tu as passé 2 semaines dans un bordel, soit on t'a donné beaucoup de pots de vin. Et qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans ce pays aussi malodorant? Moi, je suis allé en Russie pour la première fois quand j'avais 13 ans. Et j'y suis retourné ensuite très régulièrement. Donc c'était pas encore les bordels? Globalement, en 2003, on était au sortir... 13 ans, non, pas à 13 ans. Non, pas à 13 ans, mais en tout cas, la Russie de 2003, donc j'avais 13 ans en 2003, c'était la Russie qui sortait des années 90.
C'est pas du tout la Russie d'aujourd'hui, et c'était une Russie qui était à l'époque compliquée, pour d'autres raisons que la Russie actuelle. Et ensuite, j'y suis retourné régulièrement, on va dire, si on devait faire une moyenne, une fois tous les ans ou tous les 2 ans, globalement, jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, j'ai développé une passion pour la Russie, et en même temps, j'ai développé une passion pour le voyage aussi. Et il s'avère que la Russie, c'est un voyage infini, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est un pays aux 85 régions. Donc, je précise encore une fois, c'est important, 83 selon l'ONU, qui ne reconnaît pas la Crimée et Sébastopol. Mais autant de régions où existent, où coexistent des cultures différentes, des religions différentes, des histoires différentes. Et moi, ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours fasciné parce que toujours, ces régions, évidemment, coexistaient sous l'égide du Kremlin. Et je me posais plein de questions, en fait, d'un point de vue intellectuel, culturel, comment tout ceci était possible. Et évidemment, la Russie, dans une certaine mesure, c'était aussi le berceau des révolutions de 1905 et 1917. Moi, faire une histoire, ça m'a toujours passionné. L'Union soviétique, c'est l'empire fini. Ça a existé, ça s'est terminé. Et aujourd'hui, quand on se promène en Russie, et plus largement dans l'espace post-soviétique, on découvre encore aujourd'hui régulièrement tous ces fantômes du passé. Et c'est pareil, c'est fascinant pour une personne comme moi moi je suis né en 1990, l'Union soviétique s'est effondrée 1 an plus tard, je n'ai pas connu ça. Et je me demande encore aujourd'hui comment ça a pu exister, en fait. Et j'essaie de comprendre tout ça, et en fait plus ça avance, plus d'ailleurs la politique de Vladimir Poutine montre. On va dire que je fais une obsession sur Vladimir Poutine, mais c'est vrai que c'est difficile de faire autrement quand on travaille sur la Russie, mais montre bien que cette histoire n'est pas terminée, en fait. Et d'un point de vue, en tout cas moi, intellectuel, c'est vrai que ça me passionne, même si c'est souvent douloureux. Faites attention, gardez les gestes barrières, c'est très contagieux, ce virus. Ouais, c'est vrai. J'ai des bonnes boussoles, mes parents notamment. Pourquoi ? Non, parce que mes parents sont, justement, c'était d'anciens communistes. D'anciens communistes, mais français. D'anciens communistes français qui sont devenus trotskistes. Oh mon Dieu. Voilà. Mais surtout, c'est des gens très bien et qui m'ont inculqué beaucoup de valeurs, je crois très, très, très positives. Je ne vais pas m'étendre, là ça devient très personnel. De la révolution permanente ? De la... C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention à ce que je dis. Ouais. Non, mais en tout cas de tolérance, de bienveillance, de toujours aller voir son prochain pour le comprendre sans le juger en amont. Les parents trotskistes, vous enseignez ça ? Eh oui, comme quoi. Mon Dieu. C'est possible. C'est le monde à l'envers. Je leur avais promis en plus que je ferais attention, si jamais je devais parler d'eux ici. Parce que la fois d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait déjà parlé. Oh. Au début de l'interview. Ouais, écoute. Voilà. C'est des trotskistes bien élevés. On va dire ça comme ça. Très bien élevé. Merci.